Bon, eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on vous propose aujourd'hui autour d'un thème qu'on n'a pas beaucoup exploré encore, que ce soit dans nos formations ou nos activités d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, nous ouvrons le dialogue sur le thème de la santé sexuelle des personnes qui vivent avec un diabète de type 2. Alors, pour préparer ce webinaire avec le docteur Cormand, on vous a questionné en amont pour connaître les questions que vous vous posiez sur cette question de la santé sexuelle. Alors, merci à tous ceux qui nous ont répondu. Je vais essayer de me faire le relais, le porte-parole de vos questionnements. En tout cas, l'éventail de vos attentes était assez large pour pour ce webinaire et nous allons sûrement devoir, comme nous l'avons déjà fait pour d'autres webinaires, d'autres thèmes comme l'alimentation, nous allons sûrement devoir prévoir un deuxième webinaire dans quelques temps pour aller encore plus loin sur sur ce thème. Alors, pendant cette heure, on va s'attacher à poursuivre les objectifs que vous voyez à l'écran. En tout cas, quand vous nous avez fait part de vos attentes, vous aviez été vraiment nombreux à vous interroger sur comment on aborde ce sujet qui peut être parfois tabou en consultation. Alors, on va y consacrer un petit peu de temps pendant ce webinaire. C'est un webinaire qui s'intitule Ouvrons le dialogue. C'est ouvrons le dialogue avec les patients, mais aussi c'est une invitation à ouvrir le dialogue avec vous. Et vraiment, on vous invite à vous exprimer dans le chat, poser toutes vos questions, partager vos expériences. Un webinaire qui est construit en deux temps et à l'issue de chaque partie, il y aura un temps de questions-réponses. Alors, on est ravis aujourd'hui d'accueillir le docteur Cormand qui va nous éclairer sur cette question-là. Je vais vous laisser vous présenter, docteur Cormand. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je suis le docteur André Cormand, sexologue depuis presque 25 ans. Je suis également andrologue et directeur pédagogique du diplôme interuniversitaire de sexologie et médecine sexuelle à la faculté de médecine de Toulouse. Merci, soyez le bienvenu. Alors, avant tout, docteur Cormand, est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi on parle quand on parle de santé sexuelle? Alors, quand on parle de santé sexuelle, et c'est important aujourd'hui, c'est au fond, pour nous soignants, cette santé sexuelle, elle se situe au fond dans l'ensemble des soins, des soutiens qui gèrent les conséquences d'une maladie chronique, souvent, et les effets indésirables des traitements sur la santé sexuelle. Autrement dit, il s'agit de mettre en œuvre des soins de support, c'est un peu la même chose qu'en oncologie, de mettre en œuvre des soins de support en lien avec les difficultés sexuelles et bien sûr de former les professionnels aux conséquences de la prise en charge des maladies chroniques sur la sexualité. Au fond, la santé sexuelle et la vie intime, c'est cette intrication qui est importante parce qu'au fond, si on est en bonne santé, il y a de bonnes chances qu'on ait une bonne santé sexuelle, et si on a une mauvaise santé, ça retentit au fond sur la santé sexuelle. Merci, merci pour ces précisions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer maintenant pourquoi c'est important d'aborder la question de la santé sexuelle avec les personnes qui vivent avec un diabète de type 2? Alors, c'est une question très ancienne, puisque, au fond, mythiquement, on peut dire, puisqu'au fond, s'il est une maladie chronique qui est connue depuis longtemps pour être pourvoyeuse de troubles sexuels, c'est bien le diabète. Avicenne les décrivait déjà au Xe siècle dans son canon. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que 1000 ans plus tard, eh bien, on est obligé de faire le constat suivant. Il est toujours aussi difficile d'en parler. Et le silence qui entoure les difficultés sexuelles des diabétiques contribue, à mes yeux, à en faire, au fond, la face cachée de la maladie diabétique. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'en parler, c'est qu'au fond, on a un diagnostic aujourd'hui très étayé sur l'ensemble de ces troubles sexuels et leurs caractéristiques lors d'un diabète. Et enfin, nous connaissons les risques du dépistage, du non-dépistage, par exemple, de la fonction érectile chez un diabétique, puisque ça peut donner des dysfonctions érectiles particulièrement sévères et surtout particulièrement difficiles à traiter si on ne les a pas dépistées à temps.
Ensuite, c'est une question, alors c'est venu plus tardivement, et il faut quand même le dire, on a eu un retard absolument terrible en ce qui concerne la médecine sexuelle féminine. Regardez, 26 médicaments pour l'homme, un seul pour la femme, et encore, il est rarement prescrit. Alors on dit assez souvent, les troubles sexuels des femmes, c'est dans la tête, mais pour ceux qui en douteraient encore, les femmes, elles aussi, ont un corps et ce corps peut souffrir. Donc, au fond, c'est une question très importante qu'on aborde avec retard, mais dont on est complètement conscient aujourd'hui. Et pour s'en persuader, c'est assez facile, le trouble de l'érection chez l'homme peut être complètement comparé au trouble de l'excitation chez la femme. La fibre clitoridienne et les corps caverneux masculins sont en réalité extraordinairement comparables. Alors, c'est une association mythique, mais elle est réelle sur le plan épidémiologique. Regardez, il est rapporté au moins 2,5 fois plus de dysfonction érectile chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Les hommes rapportent des troubles de l'érection, des troubles du désir, une altération de l'éjaculation et des difficultés à atteindre l'orgasme, et globalement une insatisfaction sexuelle. Quant aux femmes, eh bien, elles souffrent de troubles du désir, de la lubrification, d'une baisse de l'orgasme, de dyspareunie, c'est-à-dire de douleurs pendant les rapports sexuels, et comme évidemment on le sait dans le diabète, les infections sont plus présentes que dans la population générale. Alors, c'est un diagnostic étayé, je disais, c'est-à-dire qu'au fond, ces troubles sexuels, on sait pourquoi ils ont lieu sur le plan physiopathologique. Alors, chez l'homme, plusieurs mécanismes physiopathologiques sont responsables de ces troubles. Vasculaires d'abord, endothéliaires et musculaires lisses. Vous savez qu'au fond, une érection, par exemple, c'est la relaxation de la musculature lisse du corps caverneux, ce qu'on appelle l'éponge caverneuse. Eh bien, elle est touchée par une dysfonction endothéliale et cette élasticité se perd chez le diabétique. Il y a aussi, évidemment, comme dans toutes les maladies cardiovasculaires, un risque d'athérosclérose. Hormonal, on sait que plus on est diabétique et plus on a un équilibre du diabète mauvais, et plus on est frappé d'hypogonadisme, c'est-à-dire d'une diminution des androgènes, de la testostérone en particulier. Donc c'est très important, vous imaginez le retentissement sur la santé sexuelle. Neurologique, bien sûr, atteinte des voies périphériques végétatives comme somatiques. Hein. Bon, ça c'est globalement dans le diabète, lésion du système nerveux autonome provoquant une diminution de la libération des neuromédiateurs responsables justement de la relaxation de l'éponge caverneuse que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est effectivement une atteinte. La lésion des fibres sensitives se traduisant par des troubles de la sensibilité, avec diminution bien sûr du message érotique, puisqu'au fond, l'excitation sexuelle, elle a deux piliers, le cerveau, bien sûr, l'imaginaire, mais aussi les sensations. Et quand il y a diminution de ces sensations par une neuropathie sensitive, il y a évidemment un trouble de l'excitation qui peut donner soit un trouble de l'érection, soit un trouble de l'éjaculation qui, à ce moment-là, n'aura pas lieu. Difficulté à jouir, ce qu'on appelle une éjaculation retardée. Et enfin, psychologique, comme dans tous les diabètes, altération de l'estime de soi, dépendance, médicalisation des actes de la vie quotidienne. Vous savez, c'est pas si simple que ça de se sentir malade et atteint d'une maladie chronique. Évidemment, il y a tous ces problèmes autour de la surprotection, du maternage par la partenaire, inquiète sur la vie de son conjoint et qui peut retentir évidemment sur le dialogue érotique. Chez la femme, également,
plusieurs mécanismes physiopathologiques peuvent expliquer l'installation des difficultés sexuelles. Bon, l'hyperglycémie, responsable d'une diminution de l'hydratation des muqueuses vaginales, pouvant provoquer à terme des difficultés de lubrification et de pénétration, bien sûr. Le risque accru d'infection vaginale, je l'évoquais tout à l'heure, provoque de multiples inconforts finissant par perturber le désir sexuel. Les perturbations émotionnelles, les troubles de l'humeur, les difficultés conjugales, on en reparlera, peuvent largement moduler l'impact et la gravité de ces troubles. La microangiopathie diabétique et la perte du rôle modulateur de l'endothélium vasculaire, bien sûr, renforcée par les autres facteurs de stress oxydatif fréquemment associés au diabète, hypertension, donc tout le retentissement vasculaire, sont responsables chez la femme comme chez l'homme d'altérations neurovasculaires pouvant donner, comme des troubles de l'érection chez l'homme, des troubles de l'excitation chez la femme. Alors, est-ce qu'il y a un impact du traitement du diabète sur la santé sexuelle, sur la sexualité? Alors, entendons-nous bien, tous les médicaments par voie orale, c'est-à-dire les hypoglycémiants, ne présentent aucun impact sur la sexualité. Au contraire, mieux le diabète est équilibré, moins la sexualité sera touchée. Seule l'insulinothérapie et la pompe à insuline nécessitent une gestion. On a beaucoup parlé de ça. Aujourd'hui, on est bien sûr de plus en plus habitué à allier la gestion d'une machine et sa sexualité. Le même problème se pose par exemple dans le cadre des apnées de sommeil. Mais quoi qu'il en soit, on sait qu'en cas de débranchement de la pompe, il faut débrancher la glycémie avant et après un rapport, et qu'il ne faut pas l'enlever plus d'une heure. Enfin, ça se gère, et les patients arrivent assez bien à gérer ce type de problème. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la dysfonction érectile pouvait être plus sévère que chez un non-diabétique. Je vous donne une espèce de slide complètement abracadabrante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond, une érection, c'est alors, je ne sais pas si il voit ma flèche ou pas, non? Non, sur l'écran, sur le slide. Bon, une érection, en fait, c'est un autoclave, c'est-à-dire que quand vous êtes en érection rigide, il y a très peu de sang qui rentre, très peu de sang qui sort. Chez le diabétique, quand il va y avoir, par les divers systèmes qu'on a décrits au niveau de l'endothélium, quand vous allez avoir une diminution de l'élasticité, ça veut dire qu'au fond, l'éponge ne va pas arriver à se relaxer totalement et suffisamment pour venir comprimer les veines et empêcher le départ de sang. Donc, autrement dit, ça donne ces dysfonctions érectiles où, par exemple, si vous donnez un traitement, vous allez avoir la verge qui va grossir, le traitement va fonctionner, mais par contre, comme il y a un échappement veineux, la verge ne va pas se rigidifier. Donc, ça donne, au fond, des dysfonctions érectiles difficiles à traiter. Slide suivante. Voilà. Donc, pour résumer, ce qui me paraît très important, c'est de conscientiser, c'est-à-dire de prendre conscience que ça existe, donc de prendre conscience que c'est important, qu'il faut aller le chercher, le dépister, aussi bien de la part des soignants. Bien sûr, il faut aussi éduquer les patients pour qu'ils en soient conscients aussi de ces problèmes-là. Et il faut les dédramatiser parce que dans la plupart des cas, vous allez le voir, il y a des solutions. Merci, docteur Cormand, pour toutes ces précisions qui étaient très claires. Alors, nous vous invitons à poser quelques questions dans le chat, si vous le souhaitez. On aura un autre temps de questions-réponses à la fin. Pour vous dire aussi que toutes les références dont il a été question, vous avez une bibliographie à la fin du webinaire et comme vous aurez le support, vous pourrez y faire référence. Faut-il aborder la question de la santé sexuelle quand elle n'est pas abordée par le patient? C'est une question qu'on va aussi aborder tout à l'heure.
on va l'aborder, oui, tout à fait. Bien sûr, au fond, on est dans une situation, on va en reparler puisque c'est dans la thématique du webinaire, mais au fond, qui rompt le silence? Bon, les patients, eux, ils souhaitent que ce soit le soignant qui le fasse, bien sûr, qu'il soit proactif. Les soignants aimeraient bien des fois que ce soit le patient qui l'aborde. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas laisser ce silence perdurer. Alors, on a une nouvelle question. Est-ce qu'on a des chiffres, docteur Cormand, de prévalence des troubles sexuels chez l'homme et surtout chez la femme? Ah oui, bien sûr, on a des prévalences. Je ne vous ai pas asséné avec l'épidémiologie, mais chaque trouble est répertorié et on a des chiffres. Et ces chiffres sont à chaque fois euh, plus importants que dans la population générale. C'est pour ça que je disais que c'était important de conscientiser ce problème-là. C'est-à-dire, au fond, en étant diabétique, alors là, on va être assez clair. La majorité des troubles, c'est 10 ans d'évolution d'un diabète. Donc, ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas parce qu'on vous fait un diagnostic de diabète que vous allez immédiatement avoir des troubles sexuels. Ces troubles sexuels, ils sont surtout ils surviennent surtout au bout. Moi, j'ai un peu ce chiffre qui me sert un peu de tuteur dans mes diagnostics. C'est à peu près 10 ans d'évolution d'un diabète. Chez l'homme, en tout cas, c'est ça. Chez la femme, après, tout ce qui est les infections, les mycoses à répétition, bon, tout ça, ça peut être beaucoup plus rapide, bien sûr. Alors, il y a Hélène qui nous demande, est-ce que vous avez connaissance des pratiques des médecins généralistes et des endocrinos dans ce domaine? Est-ce qu'ils abordent, à votre connaissance, cette question avec leurs patients? Alors, bien évidemment, en général, maintenant, la prise de conscience et la loi même, puisqu'au fond, il y a une stratégie nationale de santé sexuelle, il y a une loi qui dit que les patients, que les soignants doivent s'y intéresser. Donc, il y a une prise de conscience assez claire. Après, est-ce que ça se fait chez tout le monde? Non. Et il y a des médecins qui sont sensibilisés, des endocrinos et des diabétos. Je rentre, par exemple, j'étais la semaine dernière à Paris, j'intervenais dans un congrès essentiellement endocrino autour de diabète et obésité. On sent qu'il y a une évolution très forte. Mais vous savez, la France est un pays difficile dans ce sens-là. Entre la prise de conscience, entre le moment où on fait un constat et le moment où on change les comportements, il y a un temps libre. Mais en tout cas, on peut dire que sur l'ensemble des soignants, au fond, qui suivent un diabétique, hein, l'ensemble, c'est bien qu'il y en ait un qui, en tout cas, intervienne sur la santé sexuelle et conseille et accompagne le patient. Merci. Alors, il y a Séverine qui vous demande peut-être des précisions. Pourriez-vous revenir sur la nécessité de débrancher la pompe à insuline et la glycémie lors d'un acte sexuel? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure? Alors, ce que j'ai évoqué, c'est, bon, ça se trouve assez clairement, c'est-à-dire, bon, quand vous faites un effort, il y a deux données. D'abord, il y a la crainte, la peur. Bon, c'est un peu ça que j'ai traité en disant qu'au fond, en prenant des précautions, etc., il n'y a aucun risque, il n'y a aucune difficulté, et le fait de porter quelque chose n'est pas en soi quelque chose de rédhibitoire sur le plan de l'activité sexuelle. Alors après, concrètement, il y a le risque d'hyperglycémie, il y a tout ça qui doit se gérer. Donc, on enlève, quand on enlève la pompe, on l'enlève, on contrôle. Enfin, je pense que c'est assez simple. Et même, je dirais que c'est au fond quelque chose qui devrait figurer dans le mode d'emploi de la pompe, qui devrait être appris au moment où on installe une pompe au patient. Voilà. Enfin, vous savez, au fond, si la sexualité, réfléchissons ensemble, si la sexualité n'est plus frappée du tabou, c'est-à-dire le tabou, moi j'ai connu cette époque-là où au fond c'était Voldemort dans Harry Potter, quoi, ceux dont on ne peut pas prononcer le nom.
Ça, c'est fini. Il reste quand même des difficultés, il reste encore de nombreux tabous. On s'en aperçoit par exemple, j'ai une étudiante qui est en train de faire un mémoire là-dessus, sur par exemple le tabou qu'il y a autour du dosage de la testostérone chez l'homme, par exemple. Ça reste quelque chose qui est fait rarement, y compris par les endocriniens. Voilà. Donc, autrement dit, c'est très facile. Il y a plein de trucs sur Internet avec des modes d'emploi exacts qui peuvent répondre. On ne peut pas le faire si vous voulez, sur un webinaire d'une heure, de répondre complètement en détail sur chaque paramètre, mais tout est codifié de façon assez simple. Merci. Alors, on va prendre encore une ou deux questions et on passera à la suite. Élise nous demande, quand il y a un patient qui exprime avoir une dysfonction érectile et qu'il a un diabète déséquilibré, est-ce que si on tend vers un équilibrage de l'hémoglobine glyquée, est-ce qu'on a un espoir que ça s'améliore au niveau de sa sexualité? Alors ça, c'est une très bonne question. En réalité, l'équilibre du diabète va agir préventivement, je dirais, sur la dégradation de l'érection. Une fois que l'érection est dégradée, elle va nécessiter un traitement, même si on équilibre le diabète. C'est-à-dire, au fond, la dysfonction qui a été créée par le déséquilibre du diabète ne peut pas être corrigée que par l'équilibre du diabète. Il faut en plus quand même traiter la dysfonction érectile. Alors, on a encore deux questions et je pense que vous allez y répondre dans la suite de votre intervention, notamment Carmen bonjour Carmen d'ailleurs, qui nous dit que pour les patients jeunes, il est plus facile de faire le lien entre maladie diabétique et problème de sexualité. Et pour les plus âgés, il peut être plus difficile parce qu'ils pensent que la cause, c'est le vieillissement. Et le silence s'installe dans le couple et les soignants l'entendent moins aussi. Comment les aider? Alors, bon, effectivement, un jeune, quand il a jeune une maladie chronique, entre autres ici le diabète, il est conscient que la majorité de ses troubles sont liés à cette maladie. Pourquoi? Parce que si on prend un baromètre général, il a peu de chances d'avoir d'autres risques en termes de santé que la maladie qui le frappe. Par contre, quand vous avez une personne plus âgée, effectivement, elle peut être touchée par plein d'autres symptômes et d'autres difficultés que sa maladie diabétique proprement dit. Et donc, il y a une obscurité. Soyons clairs, chez quelqu'un, mettons, de 70 ans, qui est diabétique, il va avoir un problème, il peut avoir un problème d'érection facilité, c'est-à-dire que le diabète est un facteur de risque de sa dysfonction érectile, mais peut-être qu'à cet âge-là, il aurait eu une dysfonction érectile, même s'il n'était pas diabétique. Donc évidemment, ça suppose que l'ensemble des paramètres soient gérés. Après, je répondrai dans le diaporama de façon générale la façon dont je vois cette catégorisation des populations. Merci. Alors, je vous propose qu'on garde la question de Cécile sur l'adressage des patients vers un spécialiste pour tout à l'heure. Alors, on commence à bien cerner les enjeux. On voit aussi que ce n'est pas forcément facile d'aborder cette question. Est-ce que maintenant, vous pourriez nous éclairer sur comment s'y prendre pour ouvrir le dialogue? Est-ce qu'il y a des termes à utiliser, des phrases d'accroche, peut-être des astuces? Allons-y. Alors, je vais vous donner quelques trucs. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement simple et qui a simplifié terriblement le paradigme, c'est de plus employer le mot sexualité, qui a une connotation. Enfin, vous savez qu'actuellement, j'évoquais tout à l'heure le tabou aujourd'hui, c'est le grand bavardage sexuel. Donc, préférez le terme de santé sexuelle, qui signifie d'emblée ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans la santé. Et qu'à partir de là, les légitimités, on va y revenir, sont claires. Deux, c'est facile quand on a une circonstance, comme c'est le cas dans le diabète, où on peut aborder ce sujet que parce qu'on sait que cette maladie peut générer des troubles sexuels. Donc,
par exemple, si vous voulez questionner le patient sur l'existence d'un trouble sexuel, en étant complètement professionnel et très simple, nous savons que le diabète peut donner des difficultés en santé sexuelle. Est-ce le cas pour vous? C'est complètement simple. Et à ce moment-là, vous respectez la réponse ou la non-réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne répondez pas ou s'il passe à autre chose, vous n'insistez pas. Je suis, en ce qui me concerne, très vigilant sur ce qu'on pourrait appeler une injonction. Il faut éviter, si vous voulez. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il y a des couples, on le sait maintenant, les études nous le montrent, il y a des couples qui, par exemple, ont renoncé à la sexualité depuis un moment. Ce n'est pas vraiment leur problème. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller leur donner un sentiment d'anormalité qu'ils ne vivent pas en réalité. Voilà. Donc, vous posez la question tout simplement, vous ouvrez la porte en réalité, si le patient en a besoin, il va l'ouvrir. Soyez empathique, c'est-à-dire en ayant conscience de quoi, finalement? Il y a une difficulté de parler de son intimité pour tout le monde, en utilisant, par exemple, ce que va vous donner l'empathie, c'est l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Bon, donc, en vous mettant à sa place, vous allez aussi comprendre sa personnalité, la manière dont il peut en parler, son vocabulaire. Vous allez voir aussi comment il est, s'il est à l'aise quand on aborde ce sujet, s'il n'est pas à l'aise. Slide suivante. Alors, il y a des freins quand même à aborder cette question de la santé sexuelle chez les patients, chez les soignants, chez... Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors ça, c'est très important parce que effectivement, c'est une manière, on peut répondre à la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi il y a 1000 ans qu'on sait que le diabète provoque des troubles sexuels et pourquoi aujourd'hui c'est toujours difficile d'en parler? Bon, alors, il y a des freins à aborder la santé sexuelle? Oui. Alors, il y en a 3. Il y a l'inhibition des soignants, la honte des patients et 2 idées reçues qui constituent des facteurs de complexité et par là même des freins. On va les détailler. Alors, l'inhibition, oui, Alors, pardon. peut-être parce que vous, docteur Cormand, quand les patients ils viennent vous rencontrer, ils viennent spécifiquement pour aborder cette question de la santé sexuelle avec vous. Mais les Moi, auditeurs qui sont là aujourd'hui, des professionnels de santé, parfois de premier recours en ville, quand les patients viennent les rencontrer, c'est pas forcément pour aborder ce sujet. Donc, est-ce qu'ils sont légitimes pour en parler s'ils l'abordent pas? Il y a quand même ceci qui plane un petit peu sur le sujet. bien sûr. Alors, l'inhibition des soignants. Alors, les soignants, ils vont se poser essentiellement 2 questions. D'abord, suis-je légitime à aborder une question qui est du domaine de l'intime et du privé? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et deuxièmement, me voilà devant un domaine pour lequel je n'ai pas été vraiment formé, et donc, quelle est ma légitimité, au fond, à en parler? Alors, suis-je légitime à aborder? Oui, et c'est clair, voilà, c'est pas la peine, on a les textes. Vous savez que quand le Viagra est sorti, le ministre de la Santé, qui était à l'époque Bernard Kouchner, a, réuni, a demandé au Comité consultatif national d'éthique, donc qui gère l'éthique du soin, a demandé, voilà son avis. 2 recommandations fondamentales s'en dégagent de cet avis du Comité consultatif national d'éthique. La reconnaissance de l'activité sexuelle comme expression et facteur de bien-être implique que sa défaillance puisse être traitée par la médecine. OK. Donc on est légitime, c'est un problème médical. 2. Le rôle du soignant ne peut, dans ce domaine, se réduire à une simple réponse technique. Au contraire, la médecine doit aider autant que de besoin à une meilleure prise en charge de la vie sexuelle dans toute sa complexité. Ça veut dire que c'est légitime de traiter une maladie, c'est légitime d'aider un couple face à une maladie, etc. C'est toute la vie, au fond. Alors, voilà, le problème, c'est que je ne sais pas grand-chose. Dans mes études, c'était très modeste. J'ai pas, voilà. Donc, confronté, au fond, le soignant, il est confronté à une nouvelle sémiologie qui n'a pas été apprise et qui n'est pas maîtrisée.
Donc, ça lui donne un sentiment d'impréparation qui va le plonger dans l'embarras, ce qui débouche sur sa faible implication dans le dépistage et la prise en charge de la santé sexuelle. Voilà. Moi, j'ai entendu des trucs. J'ai entendu, par exemple, une fois un urologue me dire, tu sais, franchement, ces problèmes de santé sexuelle, ça me pollue mes consultations. Voilà. Donc, il y a ce sentiment de ne pas pouvoir gérer si le patient, au fond, ouvre la porte, comme je le disais tout à l'heure. Slide suivante. Alors, la honte des patients. Je vous ai mis un de mes patients, Louis, 69 ans, a fait la connaissance de Marie. Autrement dit, c'était ses enfants qui supportaient plus son veuvage, qui lui ont payé un voyage avec une agence de voyage, et il a rencontré Marie. Il vient me consulter suite à la lecture d'un article dans le journal de l'Association française des diabétiques où j'avais fait une interview sur la sexualité, disant qu'il était possible de soigner les défaillances de la sexualité et qu'il fallait en parler à son médecin. Mais il a honte et il pense que c'est totalement foutu pour lui. Regardez, la honte de sa demande sexuelle par rapport au regard de la société. D'abord, j'ai 69 ans, ce n'est plus tout à fait de mon âge, et en plus, ça fait plus de 15 ans que j'ai mon diabète. C'est un peu ridicule de vouloir s'accrocher. Ne croyez-vous pas, docteur? Autrement dit, il a honte par rapport, si vous voulez, au regard qu'on peut porter sur lui après. C'est pas complètement infondé. Moi, je me souviens quand j'ai fait la phase 3 du Viagra, c'est-à-dire du sildenafil, avant qu'il soit commercialisé, là, le travail de recherche. Donc, autrement dit, j'avais eu ces patients et j'en avais un qui avait 69 ans. C'était pas lui, mais il avait le même profil. Et il attendait donc que le médicament soit commercialisé. Il avait l'ordonnance pour aller chercher. Donc, il a été un des premiers à aller à la pharmacie chercher du Viagra. Il m'a dit après, quand j'ai vu le regard qu'on m'a porté, quand j'ai donné cette ordonnance, j'ai eu honte. Vous voyez, donc c'est pas complètement infondé. Elle existe en tout cas, cette honte. La deuxième, c'est la demande thérapeutique, la légitimité en termes de santé. Regardez, en plus, je suis déjà soigné pour ma tension, mon diabète et ma prostate, c'est tellement secondaire à côté de mon problème sexuel. Voilà. La honte des patients. Et ça, c'est important de pouvoir les aider à la lever et leur permettre de s'exprimer. Slide suivante. Voilà, les deux idées reçues sur lesquelles qui constituent des freins. Je vais aller assez vite. L'agisme, c'est très important. On appelle agisme le fait de considérer des personnes ou des groupes au travers de stéréotypes en raison de leur âge. Ceux qui adoptent cette attitude considèrent que les seniors sont fragiles, plus dans le coup, physiquement faibles, mentalement là, mais enfin, qu'est-ce qu'ils foutent là et qu'est-ce qui nous embête avec leurs problèmes. Voilà. Concernant la prise en charge, l'agisme va inhiber les patients et conditionner négativement les médecins. La deuxième difficulté, c'est concevoir une autre sexualité. Au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vieillit ou lorsqu'on a une maladie chronique, eh bien, on ne peut pas faire l'amour complètement de la même manière. On doit faire face. Voilà. En pratique, il peut s'agir soit de l'âge, soit de l'installation d'une maladie chronique. Le concept de déprise rend compte de ce processus. Ça veut dire, par exemple, qu'un type qui faisait du vélo, alors on est ici en Occitanie, par exemple, moi j'ai des patients, ils montaient le Tourmalet, bon, ils ne peuvent plus monter le Tourmalet, ils peuvent faire du vélo dans d'autres conditions, ça ne veut pas dire qu'ils doivent arrêter le vélo. Donc, ils doivent sélectionner ce qu'ils peuvent faire, l'optimiser, c'est-à-dire y passer plus de temps, y donner leur personnalité, et compenser, par exemple, un truc trop rapide, eh bien, ils vont le ralentir, etc. Eh bien, c'est terriblement efficace. Et vous avez des gens qui, au contraire, vont vous dire, jamais j'ai pris autant mon pied sexuellement depuis que j'ai changé. Et depuis que je suis sorti de ce maintien à la référence d'une sexualité antérieure idéalisée, qui est un frein, c'est le fameux « c'est plus comme avant, docteur ». Eh ben non, c'est plus comme avant, c'est pas grave, on peut faire autre chose.
Alors, avec la prise de conscience de ces différents freins, est-ce que vous pensez que finalement, les soignants, ils doivent faire le premier pas, en quelque sorte, mettre les pieds dans le plat sur cette question avec les patients? Oui, parce que au fond, cette posture, au fond, où patient comme soignant, je l'évoquais tout à l'heure, attendent l'un de l'autre l'audace de la levée du silence, c'est complètement regrettable, parce que ça va donner des non prises en charge. Autrement dit, euh, si on regarde les études, par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, on a fait plein d'études qui montrent que les patients attendent d'être interrogés. Regardez, je vous ai mis une étude, c'est pas une histoire de diabète, mais c'est très intéressant. C'est une étude de psy. Dans une étude portant sur plus de 4000 patients déprimés, eh bien, ils sont seulement 35% à spontanément, c'est-à-dire eux-mêmes, aborder et rapporter des dysfonctions sexuelles, alors que si on les interroge, eh bien, ils sont 69% à en souffrir. Donc, vous voyez, une preuve qu'il convient d'oser briser ce silence. En la matière, le sérieux, c'est de ne pas s'abstenir. Donc, autrement dit, la question n'est pas faut-il le faire ou pas, la question c'est comment le faire, c'est-à-dire c'est se sentir de plus en plus tranquille, serein pour aborder ces questions-là, comme d'autres questions médicales, comme la digestion, comme regarder comme par exemple parler à un obèse, tu vois, sortir de la grossophobie, tout ça c'est un travail. Au fond, notre manière de nous exprimer, on prend conscience de plus en plus combien cette communication est difficile. Elle est souvent non compatible avec le temps, je dirais. C'est un peu le problème d'aujourd'hui. Alors Et concrètement, alors, en ayant en tête cette vigilance par rapport à la question de l'agisme que vous avez évoquée tout à l'heure, est-ce qu'on aborde cette question de la même façon avec une personne de 50 ans, une personne de 80 ans, avec un homme, avec une femme? Quel est votre point de vue, votre expérience sur cette question-là? alors, je vous ai évoqué tout à l'heure l'empathie. L'empathie, elle vaut pour toutes les catégories, pour tous les âges. C'est-à-dire, au fond, aborder la sexualité, si on est empathique, c'est comme je l'ai exprimé tout à l'heure, si on observe un peu la personne, on sait, voilà, il y a déjà ça. Après, moi, je me méfie terriblement des stéréotypes catégoriels. Vous savez que quand il y a un philosophe, moi j'ai un doctorat de philosophie avant d'avoir fait de la médecine, donc je m'en sers des fois de la philo. Il y a un philosophe qui a fait un très beau livre sur le vieillissement, par exemple, et qui dit qu'au fond, euh, aujourd'hui, nous n'avons plus de règles exactes qui définissent les âges. Autrement dit, je vais être très clair, je vais prendre quelqu'un de 70 ans. Eh bien, quelqu'un de 70 ans, vous avez des personnes de 70 ans eh bien, qui sont connectés, branchés, actifs, sportifs, enfin, qui font plein de choses. Et vous avez d'autres qui sont dans la résignation, dans la passivité. Donc, imaginez que vous allez aborder les choses de la même manière avec les deux et que ça va être uniquement l'âge qui va conduire votre façon de l'aborder. Ce n'est pas, je suis pas tellement favorable à ça. Donc, voilà, c'est pareil le genre, le sexe. Il y a des femmes qui ont eu une évolution dans les genres, eh ben, ça va être plus présent chez certains que d'autres, les hommes aussi. Qui ont pas, il y a des hommes qui aujourd'hui ont compris qu'ils avaient à déconstruire pas mal de choses au niveau de la virilité qu'ils avaient construit. Il y en a qui ne le comprennent pas, ou en tout cas qui ne l'ont jamais abordé. Donc, méfiez-vous des stéréotypes catégoriels. Alors, qu'est-ce qui est fondamental? Ça, c'est sûr, toutes les études le montrent, c'est l'existence du couple. Dès qu'il y a couple, il y a effectivement le problème de la santé sexuelle qui se pose. Il y a une sexualité, souvent, ce qui n'est plus le cas quand on vieillit, par exemple, quand on est tout seul, où il y a souvent une disparition de la sexualité. Donc, c'est un truc très important, le couple, parce que je considère en plus que l'aide au couple dans les maladies chroniques,
c'est quelque chose qui est encore complètement débutant et qui, à mon avis, est extraordinairement important. On ne mesure pas l'impact qu'a une maladie sur la vie d'un couple et on ne les aide pas. Donc, il faut les aider et c'est une ouverture très forte. Merci. Continuons. Donc, autrement dit, pour vous donner quelques messages clés, un vocabulaire simple et le plus médical possible. Évitez les mots sexuels un peu vulgaires. Voilà, de l'empathie, l'empathie assez simple, c'est-à-dire essayer de vous mettre un peu à la place de l'autre et pas de lui vendre votre sexualité à vous. Se méfier des catégories. Aujourd'hui, les gens sont différents et on ne peut plus les ranger. Moi, je trouve ça un peu fou de les ranger dans des espèces de catégories qui, en fait, sont de moins en moins pertinentes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à l'injonction. Ça n'est pas obligatoire, la sexualité. On peut s'en passer. Il y en a qui s'en passent. Il y en a qui même choisissent, les asexuels, de s'en passer comme une orientation sexuelle. Alors, on y voit plus clair et on a compris l'importance d'ouvrir le dialogue. Est-ce que maintenant, vous pourriez nous donner des conseils un peu de premières intentions à partager avec nos auditeurs qui rencontrent tous les jours des patients et qui sont amenés à évoquer ces questions-là? Alors, quand on a ouvert le dialogue, on rentre dans cette étape où on va préparer en quelque sorte la prise en charge. Donc, évidemment, selon sa formation, ses connaissances, son aisance personnelle, professionnelle, quel qu'il soit, peut avancer dans la démarche diagnostique et ainsi préciser l'orientation. On a eu une question, par exemple, tout à l'heure sur à qui envoyer le patient. Ça va conduire un peu aussi cela. Alors, identifier la plainte. Bon, ben, déjà, on différencie un trouble sexuel d'un autre. Bon, informer sur les causes possibles. Par exemple, c'est intéressant quand vous êtes, par exemple, devant un problème d'érection, vous savez qu'il y a des critères qui, au fond, vont vous donner le sentiment que c'est organique. Par exemple, s'il y a une disparition des érections tout le temps. Il n'y a plus d'érection le matin, il n'y a plus d'érection la nuit, il n'y a plus d'érection quand le type se douche. Voilà, c'est donc on sent qu'il y a que le corps caverneux est touché, qu'il y a quelque chose, c'est pas du tout la même chose, évidemment, que quelqu'un qui a une anxiété d'échec et qui va avoir une érection complètement normale le matin quand il se masturbe, etc., et qui va la perdre uniquement lors des rapports. Donc tout ça, ça peut être perçu et ça permet de donner un rationnel, au fond, physiopathologique au trouble. Dès que vous faites rentrer un trouble sexuel dans le langage médical, dans la prise en charge, même si ce n'est pas vous qui allez tout faire et jusqu'à l'ordonnance, ça veut dire que le diagnostic étant accepté, il y a une légitimité. C'est complètement l'antidote des freins que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes dans une démarche médicale, le patient ne se sent plus honteux et vous ne vous sentez plus, au fond, illégitime. Et c'est ça à quoi il faut arriver. Alors, il vaut mieux être assertif dans le discours, ça c'est important. Par contre, il ne faut pas dire au patient, bon d'accord, je suis content d'ouvrir le dialogue, mais j'y comprends rien, je ne sais rien, etc. Non, vous dites pas, il s'agit peut-être, enfin, je ne sais pas, ou ma tante m'a dit que ça pouvait être. Non, vous préférez, il s'agit très probablement de ça. Slide suivante. Alors, donc vous êtes, dans un premier temps, à mes yeux, vous êtes dans un travail de lanceur d'alerte, c'est-à-dire dépistage et prévention de complications. Donc on a vu l'ensemble des problèmes principaux qui peuvent affecter la santé sexuelle du diabétique, de l'homme comme de la femme.
Et cela peut conduire à votre démarche, parce que vous avez déjà une idée des troubles, au fond, qui peuvent émailler cette maladie diabétique. Alors, on a vu que très peu de patients, ou de patientes encore plus, accèdent à une prise en charge de leurs troubles en santé sexuelle. Regardez, par exemple, une dysfonction érectile non traitée chez l'homme diabétique, je l'ai évoqué, peut se révéler, si elle est prise en charge trop tard, très difficile à soigner. Ça veut dire qu'aucun médicament ne marche, le classique de l'érection ne marchera. Ça veut dire qu'il faudra soit faire des injections, soit mettre une prothèse. Enfin, vous imaginez la complexité. Mais de même, un trouble du désir, par exemple, chez une femme diabétique, peut mettre son couple en péril. Et vous savez combien, ça je crois que tous les soignants le savent aujourd'hui, combien quand on est bien, eh bien, on s'adapte beaucoup mieux à une maladie, on a une beaucoup plus grande compliance et une beaucoup plus grande efficacité dans le soin. Donc, voilà, une fois que vous avez, pour moi, à mes yeux, une fois que vous avez ouvert le dialogue, vous avez fait le job. Alors après, selon votre niveau, vos connaissances et tout, vous allez aller plus ou moins loin dans le job. Slide suivante. Voilà. Donc, vous pouvez amorcer un diagnostic, hein, identifier la plainte. Bon, vous savez qu'il s'agit, par exemple, vous avez interrogé un peu le patient et vous vous êtes aperçu qu'il a une dysfonction érectile, par exemple, caractéristique d'un problème organique, hein, c'est-à-dire au fond vraisemblablement lié à son diabète, etc. À ce moment-là, vous proposez une stratégie thérapeutique. Voilà, repérer, voilà. Bon. À ce moment-là, vous savez que vous allez l'envoyer à qui? Vous allez aller l'envoyer soit à un neurologue, soit à un sexologue. Bon, osez avancer vers l'annonce du diagnostic, informer sur la prévalence et les étiologies possibles. Voilà. Si par contre, vous êtes devant une femme qui se plaint, qui a des douleurs, qui a tout le temps des mycoses, qui a des douleurs pendant les rapports sexuels, etc., vous lui demandez, est-ce que vous êtes suivi en gynéco, par exemple? Est-ce que vous avez abordé cette question avec votre gynécologue? Si elle vous dit non, non, vous savez, il me suit, il fait des analyses. Bon, jamais je lui ai parlé du fait que j'avais plus de désir sexuel, que j'étais plus excité, que j'avais plus de lubrification. Tout ça, je lui en ai pas parlé. Bon, à ce moment-là, vous allez l'inciter à ce que ce problème soit abordé. Vous savez, un vagin qui n'est pas excité, il est collabé, il ne se dilate pas, il ne lubrifie pas, et à partir de là, effectivement, chaque pénétration est en fait un traumatisme, avec des conséquences locales, etc. Voilà. Donc, autrement dit, c'est vous qui balisez ce chemin, vous êtes sur le chemin, et en fonction de vos connaissances et de vos connaissances des gens à qui vous pouvez l'adresser, vous pouvez emprunter ce chemin et vous arrêter au moment où vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Un dernier truc, sur un truc très clair, s'il y a un problème de couple, et vous savez que si vous rentrez dans cette discussion, vous allez en trouver, j'ai un trouble du désir, vous dit-elle. Mon mari, du coup, je sens que je vais le perdre, je le vois aller dans des sites, etc. Bon. À ce moment-là, l'orientation, c'est obligatoirement un sexologue. Il n'y a que les sexologues qui sont formés à accompagner les couples. Slide suivante. Voilà. Donc, autrement dit, vous avez compris. Ça, après, c'est des questions particulières selon votre niveau. Dépistage, ça c'est important. Prévention d'éventuelles complications, vous pouvez en discuter, etc. L'orientation. Et après, une fois qu'ils auront été pris en charge par le médecin qualifié en santé sexuelle, vous allez rester à la surveillance de ce patient, à son accompagnement, etc. Voilà, je pense que pour un premier truc, on peut en rester là.
Merci beaucoup, docteur Cormand, pour cette intervention très claire. Alors, on a quelques commentaires qui commencent à arriver dans le chat. Il nous est dit notamment que chez certaines femmes ménopausées diabétiques, c'est d'autant plus difficile, probablement, d'avoir une santé sexuelle épanouie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que la ménopause est en fait une étape. Si cette étape est bien gérée, sur le plan hormonal, etc., si elle est bien gérée, une femme peut parfaitement avoir, après sa ménopause, une vie sexuelle et une santé sexuelle de grande qualité. Vous savez qu'en Inde, avec le système des castes, des trucs, il y a tellement de paramètres d'obligation pour la femme qu'il y a beaucoup de femmes qui te disent qu'elles commencent leur vie sexuelle après la ménopause parce qu'on leur fout la paix. Donc, la ménopause n'est pas en soi quelque chose qui arrête la vie sexuelle. Et quand souvent elle la modifie, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait que la sexualité va se modifier et que c'est important de savoir l'accepter. Mais c'est une étape. Elle est évidemment, s'il y a d'autres problèmes liés au diabète, ça va rendre cette étape encore plus complexe et donc rendre l'accompagnement à la fois nécessaire et pertinent de façon claire. Donc, mais tout ça, il n'y a pas comment dire, de stop et de sens interdit. Si on aborde ces problèmes-là, on peut avoir des solutions remarquables. Ok, merci. Alors, je crois qu'il y avait aussi la question de Cécile, mais vous y avez répondu sur l'adressage à un professionnel, un spécialiste de la santé sexuelle. N'hésitez pas à poser vos questions, on a encore quelques minutes. Vous trouverez aussi dans le chat le questionnaire d'évaluation. Merci à vous d'y répondre. Ça nous aide à toujours améliorer nos pratiques. Alors, on a Olivier qui nous pose une question. Vous avez évoqué en première partie les infections génitales. Quid chez les diabétiques? Susceptibilité, majoration de fréquence Oui, thérapeutique. Depuis septembre, il existe un dispositif de dépistage. Alors, je ne vois pas tout, pardon. Voilà. Depuis septembre, il existe un dispositif de dépistage sans ordonnance des infections sexuellement transmissibles, ouvert à tous les âges, donc à tous les diabétiques de tout âge. absolument. Cette information est-elle remontée vers les diabétiques, sans tabou ni agisme? Et si dépistage positif, le patient est ensuite adressé à son professionnel de santé. Voilà, donc ça, c'est une information qu'il nous transfère, mais peut-être vous pouvez réagir. Merci Olivier de nous partager ça. Eh bien, c'est absolument, Olivier, merci. C'est une information supplémentaire. On fait beaucoup d'efforts maintenant là-dessus. Alors, ça a été quand même très déclenché, je dois le citer, par la multiplication et l'augmentation énorme des IST, ce qui a amené en santé publique à prendre des décisions. Il y a même maintenant des traitements qu'on peut donner en préventif, même quand on n'a pas encore fait le diagnostic total de l'infection après un rapport. En tout cas, c'est très intéressant de savoir qu'on a, par exemple, les Cégides, et maintenant, dans toutes ces maladies qui favorisent, donc ça peut être, c'est paradoxal, on dit santé sexuelle et diabète, mais l'infection, elle peut être favorisée par la sexualité ou favorisée par le diabète. Ok, alors il y a Sandrine qui anticipe un peu sur peut-être la suite de ce webinaire en nous demandant quels sont les traitements existants. Alors je ne sais pas si en une, 2 minutes, vous pouvez donner envie d'aller plus loin à nos auditeurs, que ce soit en participant à la suite de ce webinaire, mais aussi peut-être en allant chercher peut-être dans la bibliographie que vous nous avez partagée. Pardon, j'ai pas compris, Alors, il y a Sandrine qui nous demande quels sont les traitements existants. Alors, c'est un peu une anticipation de ce qu'on vous proposera pour Ah la oui, suite hein, bien dans un sûr. prochain webinaire, mais Alors, peut-être quelques mots déjà. Alors, quelques mots. Pour être très clair, sauf si on est
dans des dysfonctions érectiles trop tardivement pris en charge chez le diabétique. Les IPDE5, c'est-à-dire les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, dont le plus connu est le Viagra, mais il y en a d'autres. Il y a des manières de le donner, soit en continu, en traitement de fond, soit à la demande, etc. Soigne à peu près 70% des dysfonctions érectiles. Donc vous voyez, il y a beaucoup de maladies où on aimerait avoir un médicament qui soigne à 70%, avec des médicaments qui sont extraordinairement bien tolérés. C'est-à-dire les effets secondaires sont non lésionnels dans la plupart des cas. Aujourd'hui, on était dans une espèce d'idée reçue autour de médicaments de l'érection et problèmes cardiaques. Pas du tout. On recommande aujourd'hui de donner dans les suites de l'infarctus un IPDE5 l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est la forme la plus extrême de l'insuffisance cardiaque. Le traitement, c'est du Revasio. Le Revasio, c'est du Viagra. Donc, il faut que les gens se tranquillisent. On a de plus en plus Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport au traitement, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'automédication maintenant par Internet. C'est-à-dire, face à ce système médical, ce système de santé qui est un peu trop passif, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils lisent, les gens aujourd'hui, Internet, et qu'ils vont acheter les trucs, avec souvent des médicaments, évidemment, qui sont des contrefaçons, qui peuvent être extrêmement dangereux. L'INSERM a fait une saisie sur des médicaments. Et par exemple, sur des médicaments qui étaient vendus comme des plantes, etc., tu avais jusqu'à 300 mg de Viagra, c'est-à-dire 3 fois la dose maximum tolérée. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc c'est à nous, santé publique et santé personnelle et santé individuelle, de prendre notre part dans ce... Au fond, le diabète est une maladie, et au fond, qui implique de se prendre en main et tout simplement rajouter que la sexualité et la santé sexuelle en font partie. Alors, on a encore une ou deux questions, notamment Michel, qui intervient dans un programme d'éducation thérapeutique dans un quartier prioritaire de la ville sur Montpellier, multiculturel. Elle nous dit que les femmes, pendant les ateliers, les interpellent sur la question de la santé sexuelle. Alors, ils ont prévu dans ce programme l'intervention d'une endocrinologue pour répondre à toutes ces questions. Alors, comment ces femmes, elles vont pouvoir le mieux en parler à leurs compagnons qui, eux, participent très peu à ces programmes de TP? Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire par rapport à ça? Alors, moi, franchement, c'est ce qu'on a appris quand on est sexologue. Moi, je suis sexologue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, j'ai pris conscience de la dimension du couple dans la sexualité. Enfin, je veux dire, en tout cas, de la dimension de l'autre, de la relation. Donc, du coup, quand moi, je vois un patient, fût-il un patient diabétique ou une patiente diabétique avec des problèmes de diabétique, souvent, je leur conseille de revenir à la consultation suivante en couple et d'aborder ces questions-là. Vous savez, il y a une prise de conscience, c'est qu'au fond, on va, dans les années qui viennent, devoir prendre conscience que si les hommes n'évoluent pas, c'est bien gentil de faire évoluer les femmes, on voit tout le boulot qu'elles font, on voit tout ce qui se passe, toute cette prise de conscience et tout du côté des femmes. Mais si les hommes ne font rien, ça va devenir dur, les rapports entre les hommes et les femmes. Donc je crois qu'on a aussi un travail de mise en relation, de prise de conscience, et comme l'interlocuteur qui posait la question ou qui fait ce truc qui en a conscience, il faut le favoriser. Moi, par exemple, en éducation à la sexualité, quand j'ai pris conscience de la responsabilité quand même de certains parents dans certaines attitudes, j'avais proposé à un lycée de faire une séance d'éducation sexuelle avec les parents. Ça avait très bien marché. Bon. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on innove. Il faut
les choses changent. Je pense que nous, professionnels, on doit aussi s'adapter à ces changements. Voilà. Donc, effectivement, il faut que les hommes prennent conscience, c'est plus difficile, effectivement. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure, les femmes, pour les hommes, souvent, c'est les femmes, c'est dans la tête, voilà, c'est bon, j'ai pas envie, c'est bon, ben, voilà, c'est une chieuse, quoi. Voilà, on ne va pas plus loin. Donc, il y a une éducation aussi des hommes à avoir. Un grand merci, docteur Cormand, un grand merci pour votre intervention. J'espère que voilà, les auditeurs qui étaient avec nous aujourd'hui voient plus clair, qu'ils ont envie aussi d'aller plus loin sur ces questions. Et on se donnera de nouveaux rendez-vous sur ce sujet. Alors, en tout cas, pour poursuivre cette thématique, dans l'année, on a envie de vous proposer, dans le cadre de notre collectif de partage en éducation thérapeutique diabète, une lettre d'info sur cette thématique de la santé sexuelle. Alors, pour rejoindre ce collectif, c'est facile. En quelques clics, vous avez le lien dans le chat. Quelques clics, vous pouvez vous inscrire et vous pourrez ainsi recevoir la lettre d'info et puis participer à des rencontres d'échange de pratiques. Je vous rappelle qu'il y a le questionnaire d'évaluation aussi de ce webinaire. On vous remercie d'y répondre. Et notre prochain rendez-vous, ce sera au mois d'avril. Alors, on n'a pas encore la date, mais on aimerait vous proposer un nouveau webinaire, le troisième de la série sur la question de l'alimentation. En attendant, on a toujours les replays des 2 premiers webinaires sur cette thématique que vous pouvez trouver sur notre site Internet. Merci beaucoup, docteur Cormand. Merci beaucoup. Au revoir à tous et voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux souhaiter au fond? Du bonheur pour nos patients diabétiques. Et ben, là, peut-être que la santé sexuelle fait partie du bonheur un peu. Voilà. Un grand merci. Merci à tous pour votre participation. Et donc, on se retrouve au mois d'avril pour un prochain webinaire.